nous avons un problème fondamental de lucidité. La question de la politique énergétique est traitée en coin de table dans des petits accords politiciens de Twitter, de TikTok. Alors il faut revenir dans le contexte dans lequel Madame McGregor, qui est la patronne d'Engie, Engie, rappelons, c'est l'ancien Gaz de France, a tenu ce propos. Elle a dit il faut diminuer notre dépendance au gaz américain. C'est d'ailleurs précisé sur le site de France Info où son interview a été reprise. Et pourquoi dit-elle qu'on doit supprimer notre dépendance au gaz américain ? C'est que depuis le sabotage de Nord Stream, vous vous souvenez, ces gazoducs entre l'Allemagne et la Russie. On ne sait d'ailleurs toujours pas exactement qui était à l'origine de ça. Il y a des soupçons qui pèsent. Le Wall Street Journal a sorti une étude sur le fait que c'était probablement un commando ukrainien. Puis il y a d'autres théories, notamment que c'est les troupes de l'OTAN qui ont posé des bombes au moment d'un essai de l'OTAN quelques mois auparavant, le sabotage, et que ça a été mis en place et la détonation a été faite par avion. Donc ça, c'est la théorie de Seymour Hersh, journaliste américain. Disons que de toute façon le sabotage était signé puisque à l'époque Joe Biden, le 7 février 2022, recevait Olaf Scholz, le chancelier allemand, et à une question d'une journaliste, il a précisé si Poutine envahit l'Ukraine, il n'y aura plus de Nord Stream 2. La journaliste de répondre mais comment vous comptez faire ? Et Biden de répondre je peux vous assurer que nous sommes en mesure de le faire. Alors savoir qui a fait le commando, qui sont les opérateurs, je dirais est presque insignifiant par rapport à ce propos extrêmement fort, cette annonce de futur sabotage de Nord Stream. En tout état de cause, pourquoi c'est important ? C'est que les gazoducs Nord Stream transportaient 25% de la consommation du gaz européen. Ce qui d'ailleurs, de ce fait, a détruit l'économie allemande et a conduit l'Europe à acheter considérablement du gaz américain, multipliant par 3 les importations. Ça enlevait aussi un moyen de pression des Russes sur l'Allemagne notamment. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, on est passé d'une vassalisation russe qui permettait à la Russie de vassaliser l'Europe par son allié allemand avec le pacte Schröder-Poutine, puisque Schröder, qui était le chancelier allemand, avait fait une alliance avec Poutine en devenant même le patron de Nord Stream, c'est tout dire. Et de ce fait, cette rupture et cette guerre en Ukraine associée au sabotage de Nord Stream a conduit à une vassalisation américaine. Et je suis heureux de constater que Mme McGregor accepte ma thèse que j'ai exposée dans mon livre « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial » en expliquant qu'on passait d'une dépendance gazière russe à une dépendance gazière américaine. Et son propos d'hier me satisfait. Par contre, Mme McGregor est totalement dans l'erreur. Elle est totalement dans l'erreur lorsque elle veut, contrer cette dépendance américaine en développant la transition énergétique. Alors si ça implique le nucléaire dont vous êtes un ardent défenseur, c'est pas forcément un problème. Alors là, on parle de décarbonation. Pour elle, transition énergétique, quand on utilise le terme transition énergétique, c'est la traduction de Energiewende. Oui. Et Energiewende, ça veut dire quoi ? On doit sortir des énergies fossiles et sortir du nucléaire. C'est ce qu'a fait l'Allemagne dans une catastrophe épouvantable, puisqu'aujourd'hui, l'Allemagne, avec son charbon et ses éoliennes, couplées aux éoliennes, qui représentent, avec les panneaux solaires, 30 à 40% de son mix électrique, émet 10 à 20 fois plus de gaz à effet de serre que la France. Alors si on parle en termes de transition énergétique, c'est plutôt loupé. Mais il faut rappeler une chose essentielle, c'est que Donald Trump, si on peut, sur certains aspects, en particulier sociétaux, se réjouir de son élection face à l'épouvantable Kamala Harris, Donald Trump ne va pas être un tendre avec l'Europe sur les questions énergétiques. C'est la raison pour laquelle elle a réagi, et ça je m'en félicite, mais elle ne donne pas la bonne réponse à la guerre énergétique que va nous mener Donald Trump. J'allais y répondre justement, vous posez une autre question à ce sujet-là, c'est-à-dire que Donald Trump, c'est aussi un ardent défenseur de cette fameuse phrase drill baby drill, qui fait que en fait il faut extraire plus de gaz de schiste, il faut justement ce GNL que nous on importe massivement aujourd'hui en Europe. Est-ce que ça veut dire déjà que le GNL pourrait devenir moins cher parce qu'il y en aurait plus sur le marché ?
Première question. Et deuxième question, est-ce que justement l'élection de Donald Trump va pas forcer la France et a fortiori l'Europe un peu à avoir plus de souveraineté aussi? Alors, c'est la question qui se pose. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose fondamentale. Vous avez d'un côté la Russie qui est autonome énergétiquement, et ça depuis des années, c'est-à-dire que la Russie dispose sur son sol de ses propres ressources énergétiques. Donc elle n'a pas besoin d'importer. De l'autre côté, vous avez les États-Unis qui sont depuis 2016 autonomes énergétiquement. C'est-à-dire, ça veut dire que leurs exportations sont supérieures à leurs importations. Ça ne veut pas dire, par exemple, que les États-Unis n'ont pas besoin de pétrole, d'importation de pétrole. Mais disons que l'essentiel de leur consommation... Ils ont un excédent. Entre leurs importations et leurs exportations. Et pourquoi cette situation-là et quand intervient ce moment clé? Ça intervient en 2016. Tiens, ça vous rappelle rien? 2016, c'est l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et qu'est-ce que fait Donald Trump lorsqu'il est président des États-Unis entre 2016 et 2020? Il établit la doctrine du Freedom Gas, c'est-à-dire le gaz de la liberté. Pourquoi? Parce que aux yeux de Donald Trump, eh bien, le fait qu'ils aient des excédents va permettre de lutter contre les exportations du gaz fasciste russe. Et de ce fait, il multiplie, lorsqu'il est président, les capacités de gaz naturel liquéfié. Il faut préciser ce que c'est. Le gaz naturel liquéfié, c'est on liquéfie le gaz qui passe de l'état gazeux à 600 mètres cubes à 1 mètre cube, et ça permet de le distribuer par méthanier. La température. En diminuant la température, mais ça se distribue par méthanier. Ce que ne peut pas faire les États-Unis, c'est distribuer par gazoduc vers l'Europe ou vers la Chine. Pourquoi la Hongrie et l'Autriche sont encore très dépendants, par exemple, du gaz russe actuellement, parce qu'ils n'ont pas de port, donc ils ne peuvent pas amener ce gaz. Voilà. Et parce que la Russie a mené une opération très très forte d'extension de sa géopolitique du gaz en éparpillant son réseau et en diffusant son réseau de tentacules gazoducs, en particulier le gazoduc historique qui passait par l'Ukraine, Brotherwood et Soyouz. Donc, de ce fait, si vous voulez, on est dans une situation où Donald Trump, quand il était dans son premier mandat, a fait 2 bras armés énergétiques, le déploiement du gaz naturel liquéfié, l'augmentation des capacités de gaz naturel liquéfié, et d'autre part, l'exploitation et la relance du nucléaire aux États-Unis, qui sont les 2 bras armés de réponse à la politique de Vladimir Poutine. Et de ce fait, il dit il faut qu'on arrête de dépendre du nucléaire russe et il faut qu'on empêche l'Europe de dépendre du gaz russe. Et sa politique est très forte, au point que Rick Perry va voir Juncker en 2019, toujours sur le mandat de Trump. Il va voir Juncker pour multiplier par 2 les exportations de GNL américains vers l'Europe. Et Rick Perry dit dans un propos mémorable repris par Euractiv, il dit « 75 ans après avoir libéré l'Europe de l'Allemagne nazie, nous venons libérer l'Europe non plus avec de jeunes soldats américains, mais avec du gaz naturel liquéfié. C'est donc pas un débarquement par des jeunes Yankees, c'est donc un débarquement par méthanier. Il faut comprendre la place que revêtent ces molécules de la liberté. Et donc, l'élection de Donald Trump est très claire et le programme de Donald Trump est extrêmement clair. Il va continuer sa politique de Freedom Gas qu'il a élaborée entre 2016 et 2020, et il va, même pire, pour le nucléaire français, mettre en place des dispositifs pour sanctionner le nucléaire français, et en particulier Framatome. Mais justement, en fait, alors, dans ce que vous dites, il y a énormément de points, je vais essayer d'y revenir étape par étape, mais d'abord, il y a le fait que, première chose qui me frappe, c'est qu'effectivement, dans les médias français et américains, on a tendance à dire que, en fait, enfin, à gauche en tout cas, évidemment, on a tendance à dire qu'il y a une collusion entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qu'en fait, ce sont de grands amis, et qu'ils s'entendent très bien. Effectivement, sur la guerre en Ukraine, il faut rappeler quand même que c'était Donald Trump qui avait été le premier à soutenir militairement l'Ukraine face à la Russie. Et deuxième point, c'est qu'effectivement, il va y avoir ce conflit énergétique qui va être absolument déterminant, surtout pour l'économie russe. C'est-à-dire que l'économie russe repose en grande partie sur Gazprom et donc sur tout ce qu'elle extrait, et Framatome, tout à fait. Rosatom, pardonnez-moi. Et ce qui va se passer, c'est que il y a l'Arabie Saoudite, enfin il faut fixer les prix du pétrole, il faut fixer les prix du gaz au niveau mondial, et alors à ce moment-là, comment ça risque de se passer entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Je crois que vous avez résumé en votre question tous les enjeux. Oui. C'est ce que j'explique dans mon livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, c'est que j'explique que la fin de la guerre en Ukraine n'est pas la fin de la guerre de l'énergie, c'est même le début
de la guerre de l'énergie. C'est-à-dire que, on va dire que Donald Trump, il a envie de régler la guerre en Ukraine, d'abord parce que les républicains, de manière générale, ne sont pas interventionnistes, donc là-dessus. Mais Poutine va en profiter, lui, pour dire, attendez, on arrête la guerre en Ukraine, mais on relance... puisque sur les 4 tuyaux des gazoducs Nord Stream 1 et 2, il y a un tuyau qui est toujours opérationnel, faut le savoir. Donc il y a 27,5 milliards de mètres cubes qui peuvent transiter entre la Russie... qui ne transite plus actuellement. Qui ne transite plus, c'est bloqué, le robinet est fermé, mais du jour au lendemain, Nord Stream 2 ou 1, enfin le gazoduc restant, sur un des 4, peut être opérationnel. Et ça, l'Allemagne en a besoin. Donc ça, c'est pour ça que l'Allemagne est en conflit actuellement interne, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il faut arrêter, il faut qu'on récupère le gaz russe. Et de toute façon, on va être très clair, pour éviter que l'Europe ne paye très cher sa facture énergétique, ce qui plombe la compétitivité industrielle de l'Europe, il va falloir qu'on diversifie nos ressources de gaz. Donc moi je le dis sans embâche et sans Poutine à loterie, il faut que l'on revienne vers Poutine en rachetant du gaz russe et qu'on achète aussi beaucoup de gaz américain pour que par les échanges, par la diversité, par la concurrence entre nos fournisseurs de gaz, on puisse faire baisser notablement notre facture gazière. Et ça a d'autant plus d'impact que malheureusement le marché européen de l'électricité est basé sur l'unité de production la plus chère. Donc quand on achète du gaz très cher, ça augmente le coût de l'électricité par le marché européen de l'électricité. Donc ça explique d'ailleurs pourquoi j'ai beaucoup œuvré pendant la campagne aux européennes pour expliquer que ça n'était pas le marché européen de l'électricité qu'il fallait changer, il fallait changer les règles de fixation des prix dans le marché européen. Pour expliquer bien à nos auditeurs, c'est-à-dire que quand on paye aujourd'hui un mégawatt en France, il est calqué... Le mégawattheure, pardon. Il est calqué sur, sur le prix du mégawattheure du gaz, qui est l'unité de production. La plus chère. Exactement. Voilà. Surtout en Allemagne, puisque comme ils ont fait l'Energiewind 2, on y revient, et bien comme ils ont des éoliennes, quand les éoliennes ne marchent plus et les panneaux solaires ne marchent plus, et ben il faut acheter du gaz en quantité pour les centrales à gaz. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours où il n'y avait plus de vent, il n'y avait plus de soleil, et bien le prix du mégawattheure dans le marché européen en Allemagne est passé à 800 € le mégawattheure, là où de manière générale, quand tout se passait bien avant le conflit en Ukraine, on était à 45 € le mégawattheure. Donc c'est vous dire multiplication presque par 20 du prix de marché. Donc ça a des conséquences terribles sur la compétitivité et le résultat des courses, le deuxième effet qui se coule, c'est que non seulement dans le contexte actuel, on importe des quantités d'énergie importantes, mais en plus, on plombe la compétitivité industrielle et les Américains l'ont bien compris parce qu'en même temps, il y a 2 ans, ils ont fait l'Inflation Reduction Act pour aspirer les industries européennes. Il y a quelque chose que je comprends pas bien dans ce que vous dites, Monsieur Bouglet, c'est que vous dites il faut qu'on diversifie nos sources d'approvisionnement de gaz, etc. Mais en fait, ce que vous proposez, c'est de diversifier nos dépendances. Mais le fait est que dans le fond, alors oui, c'est sûr que c'est mieux d'être dépendant de plusieurs personnes que d'une seule. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est la même chose pour l'uranium. D'ailleurs, il y a un deuxième point, c'est qu'il faut quand même que la France ait une autonomie, une vraie indépendance énergétique. Et alors, bien sûr, évidemment que l'Europe ne pourra pas, on va pas trouver du gaz. On a du gaz de schiste dans théorie, les sous-sols français. C'est vrai, mais on va pas exploiter en tout cas le gaz qui se situe dans le bassin parisien, j'ai envie de dire. On est bien d'accord. Mais d'un autre côté, comment on fait justement? Est-ce qu'il n'y a pas finalement cette transition énergétique? Alors, qui pourrait aller vers pas forcément de l'éolien ou du solaire, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une transition énergétique à faire pour se débarrasser totalement de ce problème du gaz dans la production d'électricité? Là, vous parlez de notre dépendance en énergie fossile. Oui. On est bien d'accord. Et là-dessus, il faut reprendre ce que les pères de l'Union européenne ont constitué en 1956, après la nationalisation du canal de Suez. Lorsque Nasser nationalise le canal de Suez, les Israéliens, les Français et les Anglais sont partis pour renverser Nasser en Égypte et les Soviétiques et les Américains ont dit non, vous ne renversez pas Nasser. Pourquoi? Parce que le canal de Suez était le lieu de passage obligé des énergies fossiles et en particulier du pétrole, et ça a conduit les pays européens à constituer la communauté européenne de l'énergie atomique et la communauté économique européenne, qui sont les 2 traités fondateurs signés à Rome en 1957 pour répondre à cette question d'indépendance énergétique. Donc, les mêmes causes ayant les mêmes effets. Pour répondre à votre question, la France dépend de 52% de ses importations, alors que l'Europe, c'est 62%. Eh bien, nous devons effectivement diminuer nos dépendances aux énergies fossiles. Et comment on le fait? Eh bien, on le fait déjà en électrifiant les usages.
D'abord, le premier point. Donc, et comment on électrifie les usages ? Eh bien, en faisant ce que nous avons toujours fait depuis le plan Messmer de 1974, eh bien, nous construisons des centrales nucléaires décarbonées. C'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer une France qui produit tellement d'énergie qu'en fait, elle parvient à répondre à une bonne partie des besoins allemands en énergie ? Mais c'est le cas aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que quelque part, l'Allemagne se débarrasse du charbon grâce à la France et arrête de nous empoisonner aussi quelque part en Alsace et en Lorraine ? Compte tenu des exportations françaises, puisque quand tout va bien en France, nous sommes le plus grand pays exportateur d'électricité en Europe, eh bien nous fournissons de l'électricité propre à l'Allemagne grâce à nos centrales nucléaires qui empêchent le fait que l'Allemagne brûle du charbon et pollue le ciel européen. Et donc, ce n'est pas une transition énergétique auquel j'appelle, c'est d'une disruption énergétique, c'est-à-dire d'une modification en profondeur et un retour en arrière. Ça veut dire quoi ? D'ailleurs, je me félicite que Michel Barnier, dans son discours de politique générale, en ait fait état. Il faut d'abord reconstruire des centrales nucléaires classiques que nous avons sur notre sol. On a commis une erreur historique en fermant Fessenheim. Ça veut dire qu'on en a pour au moins 10-15 ans quand même pour parvenir à quand même réussir à construire un nombre... Ça c'est la faute politique de Dominique Voynet avec Lionel Jospin qui ont fermé Superphénix et le projet Astrid. On peut le relancer Superphénix ? Oui, bien sûr. Mais maintenant c'est dans le monde entier. On avait 30 ans d'avance. Maintenant Bill Gates fait un projet équivalent. Les Russes ont déjà construit des réacteurs à neutrons rapides 2. Donc oui, l'Europe du nucléaire doit se reconstruire. Alors quand je dis Europe du nucléaire, ne nous méprenons pas. Ça veut dire une Europe du nucléaire pilotée par la France. Ça veut dire que la France doit apporter la liberté européenne par l'électricité nucléaire. C'est-à-dire que le nucléaire doit être donner à l'Europe les molécules de la liberté de la même manière en réponse à Donald Trump. Les molécules de la liberté européenne, ce sont les électrons français. Et la France doit répondre à Donald Trump en urgemment redéveloppant un plan nucléaire français, mais du fait que nous sommes les leaders mondiaux au niveau industriel, au niveau nucléaire, offrir cette liberté aux pays européens. Et d'ailleurs, actuellement, il y a ce qu'on appelle l'alliance du nucléaire pour s'opposer à l'alliance des énergies intermittentes. Eh bien, là, la France a un rôle fondamental à jouer dans ce contexte. Et alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un ou est-ce qu'il y a plusieurs partis politiques qui portent effectivement une voie de réindustrialisation nucléaire massive, autant que vous le souhaiteriez quelque part ? Non mais le problème majeur auquel on est confronté, et depuis que j'ai écrit mes 3 livres sur l'énergie, et en particulier le dernier, Guerre de l'énergie, nous avons un problème fondamental de lucidité. La question de la politique énergétique est traitée en coin de table dans des petits accords politiciens de Twitter, de TikTok et d'autres réseaux sociaux. La politique énergétique répond à une logique de temps long. Pourtant, toute la droite base sa politique écologique sur une politique énergétique aujourd'hui. En fait, c'est pas la question écologique. C'est la question écologique doit être mise sur le côté, puisque la France dispose d'énergie nucléaire décarbonée, donc la France est le plus vertueux au monde en termes d'électricité décarbonée. Il n'y a pas que le CO2 dans l'écologie. Mais voilà, la question fondamentale, c'est que la souveraineté énergétique doit l'emporter sur l'écologie. Aujourd'hui, l'enjeu prioritaire, c'est la souveraineté. Et sur ce point, les partis politiques, quels qu'ils soient, traitent la question en court-termisme. Aujourd'hui, personne ne parle dans les grands médias des enjeux fondamentaux. Et quand vous prenez le débat entre Tucker Carlson et Vladimir Poutine, on parle d'énergie. Quand vous prenez tous les débats à l'élection présidentielle américaine, on parle d'énergie, c'est exposé de manière... Et en France, on n'en parle pas. Or, il faut rappeler le plan Messmer en 1974, qui répondait au choc pétrolier de 1973, eh bien, est encore valable aujourd'hui. L'électricité que nous avons là dépend du plan Messmer. Quasiment 80% de notre électricité provient des centrales nucléaires françaises et des barrages hydroélectriques. C'est-à-dire que la France... entre guillemets, quand j'entends parler de transition énergétique et d'éoliennes et de panneaux solaires, mais la France est décarbonée. Donc c'est pas le problème.
Le problème n'est pas écologique. Le problème est essentiellement de souveraineté énergétique. Alors, effectivement, Reconquête, les élus autour de Marion Maréchal Le Pen, François-Xavier Bellamy, le Rassemblement national ont globalement une politique, je dirais, parfaite sur la question de la souveraineté énergétique. Mais on ne peut pas dire que, hormis François-Xavier Bellamy et Sarah Knafo, qui a fait d'ailleurs un extrêmement beau discours au Parlement européen, on ne peut pas dire que ce soit mis au centre du jeu. On préfère parler de tel député qui achète de la drogue à l'Assemblée nationale. C'est ça que moi je regrette. On n'en fait pas un enjeu prioritaire de notre pays. Or, la France et l'Europe dépendent considérablement, l'Europe 62% d'importation, donc est en situation de faiblesse. Ça devrait être un des chantiers prioritaires, avec évidemment l'immigration, les questions sociétales, civilisationnelles. Et donc, pour ce qui est de la Macronie, de temps en temps, elle pense bien en ayant un bon argumentaire sur le nucléaire, par exemple, avec Thierry Breton qui soutenait un nucléaire Act, c'est-à-dire un plan nucléaire européen. Ça a commencé les 6 micro-réacteurs que Macron alors voulait... c'est pas c'est des EPR classiques, c'est pas des petits réacteurs modulaires. Ce qu'il a lancé à Belfort, c'est 6 réacteurs nucléaires dans la continuité des EPR que nous avons déjà. Et ça a commencé Et non, ça traîne. Enfin, on sent bien que les décisions définitives, et dès qu'on perd une année, on perd une année de souveraineté énergétique sur le nucléaire. Donc on doit véritablement avancer. Le problème, et le propos de MacGregor ne va pas dans le bon sens, le problème c'est qu'ils nous font du en même temps. C'est-à-dire qu'ils veulent coupler des énergies intermittentes, d'ailleurs, qui en termes de balance commerciale proviennent tous de Chine pour les panneaux solaires, et d'Allemagne et du Danemark et de Chine pour les éoliennes, donc plombent notre balance commerciale, et ils veulent insérer des énergies intermittentes qui font comme ça dans le système, qu'on doit coupler avec des centrales à gaz, avec du nucléaire qui est puissant, qui est fort, qui est massif et qui assure véritablement notre souveraineté énergétique. C'est pourquoi je plaide auprès des partis politiques avec lesquels je suis en relation un arrêt immédiat des énergies intermittentes pour donner de l'air à notre réseau électrique qui est basé sur le nucléaire. En fait, il faut comprendre que les éoliennes et les panneaux solaires sont une arme utilisée par l'Allemagne et les États-Unis pour plomber la compétitivité énergétique de la France. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc de l'Europe, on comprend. Et donc Madame MacGregor, quand elle tient son propos, évidemment, elle vend du gaz essentiellement. Engie, c'est du gaz. Et elle a intérêt à déployer des éoliennes pour coupler ces fameuses éoliennes avec des centrales à gaz. On arrive à la fin de cette interview frontale, mais juste avant, vous avez sorti un livre, Guerre de l'énergie, au cœur du nouveau conflit mondial. Vous avez même dit que c'était la 3e guerre mondiale qui a commencé. Où est-ce qu'on peut retrouver ce livre, et est-ce que vous pouvez donner un petit peu un débrief à nos auditeurs de ce qu'ils retrouveront à l'intérieur ? D'abord, je voudrais expliquer, ce livre, il est sorti il y a un an, en septembre 2023, pour le premier anniversaire du sabotage des gazoducs Nord Stream. J'explique dans mon livre, je pense que les faits sont en train de me donner raison, c'est que, en fait, le sabotage, c'est la mise au grand jour, un peu, vous savez, comme l'attentat de Sarajevo. C'est la mise au grand jour de la 3e guerre mondiale. J'explique en introduction que jamais, dans l'histoire de l'humanité, l'énergie n'aura été centrale pour la vassalisation politique. En gros, celui qui détient les sources énergétiques, quelles qu'elles soient, détient le pouvoir politique et géopolitique. Il faut savoir que le colonel Dirac a découvert la façon d'extraire le pétrole en 1859. C'est-à-dire que l'histoire de l'énergie, même si elle est ancestrale depuis la préhistoire, s'est accélérée avec l'industrialisation permise par l'exploitation du pétrole il y a 150 ans. Je ne sais pas si vous imaginez dans l'histoire de l'humanité. Et donc, ma thèse, c'est de considérer que jamais dans l'histoire de l'humanité, l'approvisionnement en énergie n'aura été stratégique et géopolitique essentiel. Celui qui détient les ressources énergétiques ou les capacités de production détient le pouvoir. Et donc, de ce fait,
les guerres mondiales qu'on a connues, qui étaient plus des guerres de territoire, sont progressivement passées au cours de ces 150 ans d'une guerre de territoire ou une guerre civilisationnelle à une guerre de l'énergie. Et là, on est rentré dans l'ère de la guerre de l'énergie. C'est-à-dire que maintenant, les tensions internationales vont se faire sur la question de l'approvisionnement en énergie, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit gazière, qu'elle soit pétrolière. De ce fait, l'Europe est totalement démunie et a perdu la conscience européenne. C'est-à-dire que quand j'entends Olga Givernet, qui est la ministre de l'énergie, nous dire, il n'y a pas quelques jours, qu'il faut bâtir l'Europe de l'énergie, j'ai extrêmement peur pour notre pays. Parce que ça veut dire que Olga Givernet doit juste, non pas bâtir l'Europe de l'énergie, mais lire un livre d'histoire d'Europe. Parce que l'Europe s'est construite sur la souveraineté énergétique. Et donc nos dirigeants ont perdu toute pensée de souveraineté énergétique. Et c'est ça qui est très inquiétant. Donc, mon livre est un cri d'alerte aux dirigeants pour expliquer, attention, la Russie a son agenda énergétique. Et c'est son agenda. Moi, je ne suis pas pour Poutine ou contre Poutine. Poutine et la Russie a un agenda de contrôle énergétique mondial. D'ailleurs, son agenda se conforte avec les BRICS, avec le déploiement de centrales nucléaires en Afrique, centrale nucléaire qui permet la vassalisation avec les combustibles nucléaires, la géopolitique du gaz avec les accords gaziers entre la Chine et la Russie et la construction de Force Sibérie 2, qui sont les deux gazoducs, Force Sibérie 1 et Force Sibérie 2, entre la Russie et la Chine. Et ensuite, vous avez d'autre côté l'agenda américain avec Donald Trump, qui est Drill Baby Drill, tout à fait. Exactement. Le gaz, le pétrole, qui, même si le prix baisse globalement, va permettre de créer des devises énormes et assurer la vassalisation, et surtout le nucléaire. Et donc, en fait, mon livre, Guerre de l'énergie, explique ces grandes tensions géopolitiques internationales sur l'énergie, et explique que même si demain on arrête la guerre en Ukraine, en réalité, ce sera le début le début, elle a commencé avec le sabotage de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2, mais ce sera on va assister, aussi contradictoire que ça puisse paraître, à des tensions géopolitiques internationales de l'énergie dont nous n'avons pas idée. Et en fait, c'est ça un petit peu l'objet. Et pour répondre à ça, en chapitre 10, sans spoiler comme on dit maintenant, eh bien, je prône la mise en place d'un plan nucléaire européen pour revenir aux sources de l'Europe, parce que je vous rappelle que quand Mesmer a construit son parc électronucléaire français, eh bien, alors qu'auparavant nos centrales électriques produisaient de l'électricité avec du charbon, du gaz et du pétrole, eh bien, aujourd'hui, aucune centrale électrique, à peu de choses près, puisque là on a relancé une centrale à charbon, ne produit de l'électricité à partir d'émissions de combustion de gaz, de pétrole ou de charbon. Merci beaucoup Fabien Bouglet.